Voilà, on va parler crypto-monnaie. Avant de se retrouver cet après-midi, on parlera de la vie éternelle, de santé, de numérique, et puis on parlera également de cybersécurité, de recrutement, de cloud aussi. Donc après le déjeuner, à partir de 14 heures. Mais tout de suite, Vincent de Bernardi, quelques mots sur cette étude IFOP, frais auprès des Français. Oui, nouveau focus, Frédéric, sur les crypto-monnaies à travers l'étude IFOP que nous avons conduite ce mois-ci. 8 Français sur 10 nous disent savoir ce qu'est les crypto-monnaies. Vous allez me dire que c'est beaucoup, 8 Français sur 10, mais quand on regarde un peu dans le détail, il n'y en a que la moitié qui disent savoir précisément de quoi il s'agit. Alors, ça ne vous étonnera pas, c'est plutôt les jeunes, plutôt ceux qui sont à l'aise avec le numérique. Mais il y a un autre volet ou face de la pièce, si j'ose dire, c'est que les crypto-monnaies, ça suscite de l'inquiétude et c'est souvent synonyme de phénomènes spéculatifs. En tout cas, c'est ce que nous disent 7 Français sur 10 quand on les interroge sur ce sujet. Eh bien, on va pouvoir décrypter tout ça. Merci. Absolument. Vincent, avec nos deux invités que j'invite à me rejoindre sur scène. Je vous en prie. Bonjour tous les deux, merci d'être avec nous. Faustine Fleuret, qui est présidente de l'Association pour le développement des actifs numériques. Bonjour, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Denis Baux, qui est premier sous-gouverneur de la Banque de France. Bonjour Denis. Merci. Vous avez tous les deux un micro, voilà. Il y en a un pour chacun d'entre vous. Je vais démarrer. Alors, on disait, voilà, cet effet spéculatif. Hein, c'est vrai que je vais juste prendre une crypto-monnaie que tout le monde connaît, qui est le Bitcoin. En octobre l'année dernière, ça a franchi pour la première fois le seuil de 10 000 $. Tout le monde se dit, oh là là, jusqu'où ça va monter, mais ça redescendra un jour. Il y a 8 jours, le Bitcoin était à 69 000 $. Alors depuis, il s'est rétabli un peu, 52 53 000 $. Mais vous voyez, en un an, cet effet spéculatif, j'arrive à le dire. Pourquoi faut-il cet engouement autour des crypto-monnaies? On parlait des Français. Moi, je connais même des Français qui ont acheté des portefeuilles crypto. Ils ne savent pas bien ce que c'est, mais ils ont mis un peu d'argent dessus pour voir ce que ça allait donner. Effectivement, l'engouement nouveau qu'on voit, c'est plutôt de la part de non-initiés, puisqu'effectivement, le Bitcoin, ça fait une dizaine d'années. Donc, il y avait des gens déjà... Qui a démarré à quelques centimes, il faut le rappeler. Hein. Oui, qui sont très chanceux aujourd'hui. Depuis, et particulièrement en fait, la crise, c'est vrai que c'est un nouveau public un peu plus large que l'on voit qui détiennent des crypto-monnaies. Dans le monde, on estime 221 millions de détenteurs de crypto-actifs. Aux États-Unis, c'est à peu près 15% de la population. Chez nous, en France, ce serait plutôt 7%, ce qui représenterait 600 millions d'euros en fait, épargnés dans les crypto-actifs. Donc, un engouement, clairement. Je le disais, qui s'est en fait accéléré au moment de la crise, au moment où il y avait beaucoup de bouleversements sur les marchés, où les gens se sont beaucoup plus intéressés, ont vu que c'était une opportunité de diversification, une classe d'actifs à part entière qu'ils ont en fait de plus en plus intégré à leur portefeuille, plutôt comme diversification, d'ailleurs, que comme unique classe d'actifs, sauf voilà, les non-initiés. Il y a eu une meilleure compréhension en fait, de l'intérêt des cryptoactifs. On parle beaucoup du Bitcoin, mais en fait, il y a beaucoup de cryptoactifs autres sur l'inclusivité, la transparence, l'accessibilité et la rapidité. Tout ça, ça gagne en compréhension. C'est vrai que c'est encore un sujet obscur, mais c'est en train de changer. D'où cette adoption croissante que l'on voit. Au niveau des entreprises, comment ça se matérialise depuis 2020 ? C'est de plus en plus d'entreprises qui placent une partie de leur trésorerie dans les cryptoactifs, en premier lieu le Bitcoin, mais pas uniquement. En Europe, c'est d'ailleurs, il me semble, un peu plus l'Ether qui est sollicité. Des entreprises principalement américaines comme Grayscale, MicroStrategy, voilà. Et même, il me semble, le Tim Cook d'Apple qui a dit détenir des cryptoactifs. Donc, effectivement, un panorama qui change beaucoup depuis ces 2 dernières années. Oui, on voit, et puis des acteurs qui arrivent. Denis Baux, comment vous avez vu arriver cela? Est-ce que, ça fait une dizaine d'années que ça existe, mais c'est vrai que là, il y a une accélération, là, évidemment, avec on parlait de Tim Cook, mais des Elon Musk qui tout d'un coup communiquent à fond sur le Bitcoin. Il y a aussi le revers. Hein, je garde cette monnaie du Bitcoin, mais dans les ransomware, ça se paye aussi en crypto-monnaie. Donc on en parle un peu plus aussi. Ça, c'est le côté un peu négatif. Mais comment vous analysez un peu cette mise en lumière forte de ces crypto-actifs? Je crois que ça s'inscrit dans un mouvement plus général de changement du paysage des paiements. Ce qu'on voit se passer, c'est l'arrivée de nouveaux acteurs
et puis de nouveaux actifs de règlement. Alors, on parle du Bitcoin, il y en a des milliers. Oui, bien sûr. Il se trouve que l'attention est concentrée sur certains d'entre eux, aussi l'essentiel de l'activité. Il faut aussi le souligner. Je pense que ça répond à une évolution de la demande dans le paysage des paiements, au fait que les nouvelles technologies permettent d'avoir des paiements plus rapides, instantanés, plus faciles à utiliser. Après, donc, je dirais, pour moi, c'est ça, une manifestation d'un phénomène plus général. Après, dans le cas d'espèces, je pense que le sondage est intéressant, parce que le terme qui a été employé, c'est utilisation à des fins spéculatives. Donc, ça me permet tout de suite de dire que, évidemment, ça me fait immédiatement réagir quand on parle de crypto-monnaie. C'est un actif qui peut servir de support d'investissement à des fins variées. Maintenant, je vois se développer chez certains l'idée que ça peut être un actif de diversification. Est-ce que c'est une valeur refuge? Oui. Alors, on s'est demandé ça avec l'arrivée de l'inflation, enfin le retour d'une inflation. Disons que ce qui est quand même frappant quand on regarde la courbe des cours du Bitcoin, c'est la volatilité extrêmement élevée. Donc, est-ce que c'est une des caractéristiques d'une valeur refuge? Je crois qu'on en est encore loin. C'est comme on est encore très loin pour ces types d'actifs, des caractéristiques d'une monnaie, d'être un instrument d'échange ou une réserve de valeur. Sans parler de l'unité. On va revenir dessus dans un instant sur la souveraineté justement monétaire. Avant ça, Faustine, alors il y a des crypto-monnaies, crypto-actifs. Pouvez juste nous dire un petit peu pour quelles utilisations, pour quels utilisateurs? Et puis il y a aussi ce qu'on appelle, tout le monde a. Enfin, si on a entendu parler des crypto-monnaies, du Bitcoin, on a peut-être aussi entendu parler ces stablecoins, ces crypto-actifs non volatiles, et nous dire un petit peu, voilà, dans tout ce domaine, et comment ça s'inscrit dans un domaine de souveraineté monétaire. Oui, Denis le disait très justement. En fait, il y a énormément de cryptoactifs différents, donc pour des utilisations différentes. On parle presque uniquement de la spéculation quand on parle des cryptoactifs, mais bon, c'est un instrument, un outil éprouvé d'échange de valeur et d'échange de rareté, puisque c'est en fait l'un des avantages et des opportunités des technologies blockchain et des cryptoactifs, c'est de pouvoir échanger numériquement de la rareté, ce qui était très difficile jusqu'à maintenant. Et en fait, ça, c'est vraiment un cas d'usage qui s'inscrit de la finance à d'autres secteurs comme l'art ou le jeu vidéo. Enfin, vraiment, c'est aujourd'hui usité dans beaucoup de secteurs différents. Le financement, on a vu beaucoup de nouveaux modes de financement se développer grâce aux cryptoactifs, et notamment pour des cibles d'entreprises qui n'ont pas forcément accès au financement traditionnel bancaire ou de marché, de par leur maturité. Donc c'est des nouveaux outils qui permettent justement l'émergence d'un nouveau pan de l'industrie et de l'innovation. L'investissement, la diversification, bien sûr, c'est ce que je disais en préambule, et notamment de plus en plus avec la crise. Et enfin, peut-être un autre phénomène que l'on voit, c'est la représentation de ce qui existe dans le monde réel sur la blockchain, de ce qu'on va appeler la tokenisation. Donc ça fait quand même beaucoup de choses au-delà de la spéculation. Ensuite, effectivement, on parle beaucoup de la volatilité des crypto-monnaies, des crypto-actifs, parce que l'on parle beaucoup du Bitcoin. Oui, voilà, les stablecoins, donc les jetons stables, c'est justement des crypto-actifs qui se veulent maintenir une valeur stable dans le temps. Donc quand on parle de la volatilité des crypto-actifs, remettons dans le contexte de quel type on parle, puisqu'il y en a de très grandes catégories différentes. Et concernant ces stablecoins, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont le fondement en fait, de toute la nouvelle finance et la nouvelle économie numérique. Parce que justement, c'est un moyen d'échange qui est stable, qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Les cryptoactifs se sont développés par vagues, et les stablecoins sont venus un peu après. Voilà, les crypto-monnaies type le Bitcoin, ils sont le fondement pour développer tout ce qui va être notamment finance décentralisée, donc rendre des services financiers en se fondant principalement sur les technologies blockchain et sur les smart contracts. Ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est pas du tout quelque chose de prospectif. Et donc, on parlait de souveraineté monétaire. Le fait que ces stablecoins, ce soit nous, l'industrie française ou l'industrie européenne qui les développe, que ce soit des stablecoins euros plutôt que des stablecoins indexés, par exemple sur le dollar, ça, c'est le vrai enjeu de la construction de cette nouvelle finance de demain. L'inquiétude qu'on a aujourd'hui, c'est que le marché des stablecoins, si on regarde, c'est 99% du dollar. Donc le reste, un peu d'euros, un peu d'yens. Néanmoins, il faut qu'on
pour ces raisons-là, et notamment de souveraineté numérique et monétaire, encouragent le développement de stablecoins euros. Alors justement, en parlant de souveraineté avec vous, Denis, en quoi ces cryptoactifs représentent un défi à la souveraineté monétaire, ou comment il faut les accompagner ? D'abord, je voudrais rebondir sur ce que disait Faustine. Elle a décrit très bien la multiplicité d'usages potentiels des cryptos. On peut acheter pour les plus anciens, les figurines Panini de footballeurs, on peut les acheter en tokens. Des cryptoactifs, pour des motifs ou à des fins différentes. Il y a 2 générations de cryptoactifs. Il y a les bitcoins et puis ce qu'on appelle les stablecoins maintenant. Alors, en quoi ça peut être un sujet de souveraineté monétaire, le développement de ces cryptoactifs? Je pense que le problème de souveraineté monétaire peut se poser dès lors que ces cryptoactifs deviennent l'actif de règlement dominant au sein de vastes espaces. Et le cas qui est posé, ou l'illustration potentielle, c'est quand une GAFA a en projet de développer des services qui se règlent dans un stablecoin, et donc on a le risque de voir se développer, si cette initiative n'est pas encadrée, une monnaie parallèle. Une monnaie parallèle, c'est-à-dire une monnaie privée, alors qu'aujourd'hui, notre système monétaire, il y a des monnaies privées, mais elles sont liées de façon très étroite avec un cadre réglementaire, des droits et des devoirs pour ceux qui les utilisent, avec la monnaie de banque centrale, qui assure la stabilité de l'ensemble du système de paiement, qui est le prêteur en dernier ressort. Donc, on peut très bien voir se développer des cryptoactifs utilisés par des acteurs privés. Ce qui est fondamental, c'est ce lien avec la monnaie de banque centrale in fine. Et donc, si ce lien n'est pas fait, on va vers une privatisation de la monnaie. Alors en outre, il y a une question de souveraineté générale, puis il y a une question de souveraineté européenne. C'est-à-dire les acteurs, les grands acteurs dont on parle, qui peuvent porter ce type de menaces, ils se trouvent, ne sont pas vraiment européens. Non. Donc voilà, pour résumer en quelques mots le défi. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce scénario est inéluctable. On peut tout à fait imaginer, et nous, j'ai commencé par souligner le fait que ça s'appuie sur des technologies qui sont innovantes et qui peuvent apporter beaucoup en termes d'efficacité aux services financiers. Il faut que ce phénomène soit encadré, vienne finalement enrichir notre système financier, notre système monétaire, s'appuie sur ces principes de fonctionnement plutôt que se développer en parallèle et s'y substituer. Ça veut dire, Faustine, qui sont aujourd'hui ces acteurs là, des cryptoactifs? Et puis, est-ce que la France, on dispose malgré tout de notre lot d'acteurs, des entreprises qui pourraient grossir et être plus présentes? La France dispose d'une très belle industrie dans les cryptoactifs. Ledger, on a des gens comme ça. Alors on a des pépites, même des licornes dont qu'on connaît même quand on n'est pas forcément crypto-aficionados, je dirais. Donc Ledger et Sorare en font partie. La France, en fait, il y a des acteurs qui sont là depuis 2011 et la technologie, elle a à peine plus de 12 ans. Oui, on a une très belle industrie. C'est principalement des nouveaux acteurs, donc vraiment des gens qui se lancent dans la crypto, des nouveaux entrants. Donc pour l'instant des petites structures, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enjeux. Je pense qu'on en parlera très rapidement, mais au niveau de comment on les accompagne avec la réglementation notamment, et sur des typologies d'acteurs très différents, notamment qui sont déjà réglementés en France. Tout ce qui va être marché de cryptoactifs, donc l'échange ou la conservation de cryptoactifs, si vous adressez le marché français aujourd'hui, vous êtes réglementé. Vous devez vous enregistrer auprès de l'autorité des marchés financiers et on contrôle, l'ACPR contrôle le dispositif en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc aujourd'hui, c'est 27 acteurs et principalement des entreprises françaises qui sont enregistrées et qui donc sont particulièrement vertueux en matière de réglementation. Donc ça, c'est pour la partie marché. Ensuite, vous avez des acteurs sur les paiements, vous avez des acteurs qui vont même adresser les marchés financiers traditionnels, des actions de la dette, qui vont amener la révolution crypto là-dedans. Des gens qui vont au contraire complètement désintermédier, décentraliser cette finance. C'est pour ça qu'on parle de finance décentralisée, mais c'est les mêmes services qu'on connaît, le prêt, l'assurance, l'échange, etc. Sauf qu'en fait, il n'y a plus tellement d'opérateurs centrales derrière. Vous avez des gens qui
qui sont plutôt très techniques, Ledger dans les outils qui développent pour la conservation. Oui. Voilà, donc il y a vraiment un panel extrêmement large au niveau français d'acteurs qui se structurent notamment autour de la DAN grâce à la réglementation, grâce au fait aussi qu'on a des autorités françaises qui connaissent le sujet depuis plusieurs années. Donc on a quand même des très belles, un très beau potentiel qu'il faut aujourd'hui encourager. À ce sujet-là, Denis, je regardais un petit peu les dernières nouvelles autour de... On voit, alors d'un point de vue... Au Salvador, 50% de la population a déjà téléchargé un portefeuille crypto Chivo. En Chine, 10% de la population possède déjà du crypto yuan. En Europe, il va falloir attendre 2025 que la BCE rende les conclusions d'un groupe de travail. Une monnaie sans banque centrale, donc sans contrôle étatique. Est-ce que ça peut être un élément de fragilisation de démocratie, de tout ça? Une monnaie sans banque centrale, oui, je crois. C'est un facteur de fragilité. La question pratique, c'est qui assure la stabilité du système de paiement si ça se développe pour fournir des services de paiement. La raison d'être des banques centrales, c'est pour ça qu'elles ont été créées, que le législateur leur a donné un mandat explicite d'assurer cette stabilité. Donc, alors après, dans les exemples que vous citez, on voit il y a des expérimentations, il y a des utilisations à l'échelle mondiale. En Chine, on en est à la phase du prototype. Oui. Il se trouve qu'un prototype à l'échelle chinoise implique un nombre d'acteurs beaucoup plus important que dans d'autres pays. Je pense que le sujet... On a un écosystème innovant qui est très riche, qui notamment s'appuie sur de nouvelles technologies, les cryptoactifs. Je pense que la préoccupation aujourd'hui, c'est de faire que cet écosystème se développe dans un cadre de confiance. Et il y a différents leviers pour assurer cette confiance. Le premier levier, c'est l'encadrement réglementaire. La législation, aujourd'hui, les acteurs dominants en matière financière, en matière de paiement, sont des acteurs régulés. La réglementation qui s'applique à eux, elle n'a pas été conçue pour être directement adaptable aux nouvelles technologies, aux nouveaux acteurs qui rentrent dans ce secteur. Donc il faut adapter la réglementation. L'autre volet, c'est de trouver les moyens de maintenir l'ancrage sur la politique monétaire et sur la monnaie de banque centrale et donc la monnaie émise par les banques centrales. D'où toutes les investigations, tous les projets, tous les prototypes qui sont menés par les banques centrales, y compris la Banque centrale européenne, pour étudier l'opportunité et les modalités de mise à disposition sous forme numérique de la monnaie de banque centrale. Tout dernier mot sera le mot de conclusion, Faustine. Donc une cohabitation, voilà, comme vient de le dire Denis, mais sous effet de régulation, de réglementation. Alors oui, je voudrais juste compléter, parce qu'on parlait de confiance, et notamment dans ces futurs moyens d'échange de paiement, il y a la réglementation, mais en fait, il faut voir finalement les paramètres de la confiance sont différents quand on regarde ces nouvelles technologies blockchain et les cryptoactifs qui en fait permettent et ont des caractéristiques intrinsèques qui finalement, et c'est pour ça, et c'est ça finalement l'objectif, permettent de ne plus se reposer des intermédiaires pour que cette soit présente. Donc pour moi, quand vous posiez la question, est-ce qu'une monnaie où il n'y a pas de banque centrale, ça fragilise la démocratie? Je ne pense pas, puisque qu'est-ce que permettent les cryptoactifs? C'est en fait, parce que la technologie le rend possible, d'avoir le contrôle directement sur ses actifs. En tant qu'utilisateur, on n'a plus besoin d'intermédiaires, et c'est aussi l'intérêt parce qu'on a aussi contrôle et vision sur ce qu'on fait, sur nos opérations. Et la confidentialité, ça c'est quelque chose qu'on regarde énormément aujourd'hui. Donc il pourrait y avoir cette cohabitation. Il faut cette cohabitation, parce qu'il y a les monnaies numériques de banque centrale, ce qui est en train d'être mis en place, ce à quoi réfléchit la Banque centrale européenne. Il y a des usages qui auront besoin. Ce qu'on voit, et c'est ce que je disais, il y a déjà des stablecoins aujourd'hui qui répondent à d'autres enjeux, et ces enjeux sont maintenant. Donc effectivement, une monnaie numérique de banque centrale dans 5 ans, pour la finance décentralisée, par exemple, c'est pas satisfaisant d'attendre 5 ans. Et d'ailleurs, les stablecoins, ils sont là depuis quasi 5 ans. Donc il y a besoin de complémentarité.
Cette complémentarité, elle sera effectivement notamment... Je coupe un peu, parce qu'il faut conclure. C'est sur la réglementation, c'est qu'effectivement, une façon de garantir qui est à la fois des stablecoins et à la fois de la monnaie numérique de banque centrale, c'est qu'on permette le développement de ces stablecoins. Qui c'est qui les porte? C'est les acteurs, les nouveaux entrants. Effectivement, ce qu'on voit au niveau européen, c'est peut-être un manque de proportionnalité dans les exigences qui vont être mises en place. Et donc le fait qu'on pourrait en fait entraver cette innovation que portent ces nouveaux acteurs, ces petites structures. Donc une complémentarité, oui, et il faut nous donner les moyens, et notamment au niveau de la réglementation. Eh bien, merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Voilà, c'est un timing très court, mais voilà, c'était intéressant d'en parler. Denis Baud, Faustine Fleuret, on peut les applaudir. Merci à vous.